très heureux d'être avec vous. Alors, c'est vrai que le thème de la thématique de cet événement est très intéressant. It's an inspiring team. Et ça m'inspire particulièrement une histoire que j'aimerais vous raconter. Donc, c'est l'histoire d'un petit aiglon qui est élevé dans une famille de poules. Alors, évidemment, le petit aiglon, il apprend à picorer des graines comme une poule et à se comporter comme une poule. Mais en grandissant, il prend conscience du fait qu'il ne ressemble pas vraiment à une poule. Sa mère, elle ne cesse de lui affirmer, de lui dire que tu es une poule et que tu es fait pour picorer des grains jusqu'à la fin de tes jours. Il n'arrive pas à s'y faire acquitter. Alors, surtout après avoir aperçu un essaim d'ailes volées dans le ciel, un jour, pendant qu'il picorait des graines, il décide de lever la tête vers le ciel, et là, il voit un aigle voler majestueusement. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, un déclic, il décide de prendre son envol à son tour. Alors, évidemment, cette histoire, où notre parcours de vie ressemble à l'histoire de cet aiglon, c'est-à-dire qu'il y a des gens parmi nous qui finissent par capituler aux obstacles, face aux obstacles. Il y en a d'autres, par contre, qui transcendent, qui dépassent leurs doutes et les obstacles de la vie. Cela m'inspire aussi l'histoire de Monty Roberts. Connaissez-vous Monty Roberts? Monty Roberts est un petit garçon qui vient de l'Amérique profonde. Donc il était de conditions sociales assez misérables, je dirais. Un jour, il était en classe avec ses petits camarades. Son instituteur leur demande de faire une petite dissertation dans laquelle il raconterait leurs rêves. Alors chacun y va de sa plume, et après un petit moment, l'instituteur ramasse les copies, il les note, il les corrige, et puis il va voir Monty Roberts et lui dit, Monty Roberts, dont le rêve était de posséder un grand domaine, donc un ranch et des chevaux de race. Donc il va voir et lui dit, Monty, toi posséder un ranch et des chevaux de race, allez, change-moi de dissertation, change-moi de rêve, et je te donnerai une meilleure note. Le petit Monty le regarde avec assurance et lui dit, vous gardez vos notes et je garde mon rêve. Aujourd'hui, le nom de Monty Roberts est associé aux chevaux de race. Donc il a pu réaliser son rêve, il possède un grand domaine, et puis des chevaux de race. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un thème, en l'occurrence, Conflict Management Skills for Leaders, les compétences de gestion de conflits pour les leaders. Alors avant d'aborder les compétences de gestion de conflit, conflict management, on va explorer, si vous voulez, le concept de leadership. Alors la question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce que le leadership? What is leadership? C'est un art de vie. C'est un art de vie. Oui. C'est un état d'esprit, c'est un art de vie. Regardez, leadership is the action of leading a group of people or organization. Donc le leadership, c'est l'art de leader un groupe d'individus, des organisations. Donc c'est un terme, c'est de l'anglicisme. Donc leadership, c'est un terme qui est emprunté à la langue anglaise et définit la capacité d'une personne à mener, à guider d'autres individus ou organisations. Le leadership peut être aussi défini comme la capacité à diagnostiquer, à comprendre la situation présente, à concevoir et incarner la situation voulue, et enfin, à dresser des passerelles pour que les autres acteurs rejoignent la situation désirée. Alors je parle de concevoir et incarner. Là je parle de vision, votre ami on en a parlé tout à l'heure, c'est l'un des ingrédients du leadership, et d'incarner. Et là, je parle de leadership par l'exemple. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui donne l'exemple. Alors, Peter Drucker parle du leadership en ce sens. The leaders who work most effectively, it seems to me, they never say I. That's not because they have been trained, or they have trained themselves not to say I. They don't think I, they think we, they think team. Donc l'état où le leadership d'un leader, c'est quelqu'un qui met au second plan sa petite personne et travaille sur une identité collective. Alors, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous êtes des leaders? Oui. Pensez-vous que le leadership est inné ou est-ce qu'il est acquis?
Are we born leaders or do we become leaders? Voilà, c'est mitigé. En fait, le leadership est a learnable skill. Donc c'est une compétence qu'on peut aisément acquérir. Alors, pour devenir leader, vous devez savoir que vous devez développer ce qu'on appelle une vision. Et pour moi, une vision, c'est le fait de développer un projet fédérateur autour duquel on rassemble ses collaborateurs. Le leadership, pour reprendre l'expression de Stephen Covey, c'est aussi la capacité de penser en termes de contribution et non pas en termes de retranchement. Alors, qu'est-ce que vous comprenez par rapport à cette définition? Le leadership, c'est le fait de penser en termes de contribution et non pas en termes de retranchement. Alors, c'est le fait de penser en termes de valeur ajoutée, en termes de plus-value. Voilà, qu'est-ce que je peux apporter à ma famille, à ma communauté, à mon pays, à l'humanité tout entière. Alors, pour devenir leader, évidemment, il faut développer une vision, mais suffisante. Voilà, vous pouvez me dire, monsieur, j'ai développé une vision, j'ai une vision, suis-je leader? Et je vous dirai pas encore. Parce qu'une vision à elle seule ne suffit pas. Vision is not enough. It must be combined with venture, risk-taking. It's not enough to stare at the steps. You have to step up the steps. Il n'est pas suffisant de se dire, voilà, j'ai une vision. Non, it's not enough to stare at the steps. Il n'est pas suffisant de regarder les marches, il faut les gravir. C'est extrêmement important. Et là, je parle de proactivité. You have to be proactive and not reactive. Vous pourriez me dire, monsieur, voilà, j'ai développé une vision et j'ai rassemblé mes collaborateurs pour cette vision. Est-ce suffisant? Je vous dirais non, pas encore, not yet. If you want to build a ship, don't herd people together to collect wood. Don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for the beauty of the ocean. Si vous voulez construire un navire, donc ne rassemblez pas vos collaborateurs pour qu'ils collectent du bois et ne leur assignez pas des tâches. Ce que vous devez faire, c'est de leur apprendre à aimer la beauté de l'océan. Et là, je parle tout simplement de l'adhésion. Vous devez obtenir l'adhésion de vos collaborateurs, leur investissement. Alors, le deuxième, j'aimerais vous raconter une petite histoire, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, l'histoire se passe dans les années 80, 1983. Et à cette époque, Steve Jobs, il voulait avoir un certain John Sculley, qui était à l'époque patron de Pepsi. Alors, il le voulait comme son bras droit. Alors, il l'invite dans son bureau et lui lance à la face. Alors, monsieur Sculley, est-ce que vous préférez vendre de l'eau sucrée pour le restant de vos jours ou venir changer le monde avec moi? D'abord, vous connaissez la suite, Steve Jobs, il a révolutionné le monde avec ses ordinateurs. Le deuxième ingrédient, qui fera de vous de bons leaders, des leaders, c'est cette notion de zone d'influence. Alors, qui peut me dire ce qu'est a zone of influence? C'est quoi une zone d'influence? Oui. C'est la zone de responsabilité. Très bien, absolument. Et j'aimerais vous raconter une histoire pour illustrer un petit peu le concept de zone of influence. A man once observed someone, a young man, from a distance, early in the morning on the beach. Donc un homme, un jour de bon matin, il observe de loin un jeune garçon, voilà, qui était sur la plage. The young man seemed to be bending down, picking up something and throwing it into the ocean. Le jeune homme semblait comme ça se pencher, prendre quelque chose et le jeter dans l'océan. The man, the observer, went closer to the man to see what was happening. Il s'est rapproché du jeune homme pour voir ce qu'il faisait. And then asked him as to what he was doing. Ensuite, il questionna. Qu'est-ce que vous faites? What are you doing? The young man replied, well, a number of starfishes had been washed over to the beach, and as the sun was rising and the level of water receding,
the starfishes were likely to die if they were not thrown back into the ocean. Il dit, bien, un certain nombre de starfish, donc d'étoiles de mer, ont été rejetés par la mer, et comme le sol était en train de monter et que le niveau de la mer était en train de s'affaisser, les étoiles de mer étaient sur le point de mourir, donc j'ai décidé comme ça, de les jeter dans la mer. The observer laughed at this. L'observateur, l'homme éclate de rire et lui dit, there are miles and miles of beach. Il y a des miles de plage, and thousands of starfishes lying all along the coast. Et des milliers d'étoiles de mer gisant le long de la côte ou des côtes. You cannot possibly make a difference. You are shadow boxing. You're wasting your time. Vous perdez votre temps. Le jeune homme, the young man, continued to do what he was doing, and he picked up one more starfish and threw it back into the ocean. Then he said to the man, well, at least it made a difference to that starfish. Au moins, ça fait la différence pour ce starfish. Actually, what was the young man choosing to do was to act in his zone of influence. Nous avons tous une zone d'influence. On est tous responsables, on peut tous apporter quelque chose, apporter notre pierre à l'édifice sociétal. Alors, troisième élément qui fera de vous des leaders, charisme. Alors, qu'est-ce que le charisme? Oui, c'est inné, et je pense qu'on peut aussi le développer. Je pense qu'on peut aussi le développer. Mais c'est quoi le charisme? C'est assez abstrait. J'aimerais qu'on mette des mots sur ce terme. Alors, qui peut me dire ce qu'est le charisme? Oui. It has to do with self-confidence. It has to do with your inner self. C'est l'aura, absolument. Listen, charisma can be defined as an invisible energy with visible effects. Voilà, je n'ai pas trouvé de meilleure définition. Donc le charisme est quelque chose comme ça d'invisible, c'est une énergie invisible qui a des effets visibles, tout simplement. Et je dirais que charisma, it has to do with the way you talk, it has to do with the way you walk, it has to do with your inner self. Voilà, très important de faire un travail sur soi si vous voulez développer donc le charisme. Alors, quatrième ingrédient, l'empowerment. C'est quoi l'empowerment? Oui. L'empowerment, c'est la capacitation, c'est la responsabilisation. Henry Ford, le fondateur de la marque Éponier, il disait souvent à ses collaborateurs, if you enter into my office to complain about something without offering suggestion, you're part of the problem. Si vous entrez dans mon bureau pour vous plaindre par rapport à quelque chose sans offrir de solution, vous faites partie du problème et je dois vous gérer. Donc c'était une façon pour lui de les responsabiliser et de faire de l'empowerment. L'histoire se passe dans une société américaine, il me semble Apple. Ils viennent de recruter un jeune cadre auquel il confie la gestion d'un projet vraiment important. Au bout d'un certain temps, le jeune cadre échoue dans la gestion du projet. Il fait perdre à la société 8 millions de dollars. Évidemment, il s'attend à son éjection de la société. Quelques jours passèrent et le PDG, le CEO, l'invite dans son bureau. Et là, depuis temps blanc, il commence à lui parler d'un nouveau projet. Et à la fin du meeting, j'aimerais que vous preniez en charge ce projet. Le jeune homme ne revenait pas. Il dit, mais monsieur, je ne comprends absolument rien. Je viens de vous faire perdre 8 millions de dollars et de subir un échec cuisant. Je m'attendais à mon éviction et là, je vous vois confier la gestion d'un nouveau projet. Alors le CEO éclate de rire et lui dit, mais de quel échec parlez-vous? Je viens de vous payer une formation à 8 millions de dollars et vous êtes mon élément le plus brillant. Alors, quelle est la morale vous retenez de cette histoire? Alors, il y a deux éléments. Alors, il est question d'empowerment. Le PDG, donc, il responsabilise son collaborateur et puis il a fait du recadrage. C'est ce qu'on appelle en coaching reframing. Le recadrage, qui est cette capacité de voir du positif dans du négatif, tout simplement. Par résilience.
L'autre dénominateur commun des leaders, c'est la résilience, emotional resilience. Donc cela fait partie de l'intelligence intrapersonnelle. La résilience, c'est la capacité à rebondir, à encaisser, voilà, et à rebondir après une épreuve difficile. Voilà donc les principales caractéristiques des leaders. Alors, practice and conflict, puisqu'on va parler donc des compétences donc, de conflict management for leaders, on va définir le concept de conflit. Alors, qui peut me dire ce qu'est un conflit? C'est un désaccord. C'est un désaccord, absolument. Donc, c'est un affrontement en termes d'idées, d'opinions, de motivation, d'intérêt. Donc, le conflit met en présence d'eux davantage de personnes qui peuvent être rassemblées au moins dans un système collectif et constituent un symptôme qui signale une perturbation, un brouillard dans les relations que l'on entretient avec soi et ou avec les autres. Alors, il est très important que vous sachiez que les conflits peuvent revêtir différentes formes. On peut être face à des conflits intrapersonnels, interpersonnels, intragroupe, intergroupe, et puis il y a une autre classification, les conflits fonctionnels, dysfonctionnels, occasionnels et chroniques. Quant au premier, conflit intrapersonnel, c'est un affrontement intérieur chez une personne, et selon Léon Festinger, psychologue américain, les conflits intrapersonnels seraient dus à ce qu'il a appelé la dissonance cognitive. Les conflits interpersonnels, c'est des conflits qui opposent deux ou davantage de personnes, intragroupes qui opposent des personnes appartenant au même groupe, et intergroupes qui opposent des différents groupes, deux ou davantage de groupes. Les conflits fonctionnels, c'est des conflits, le genre de conflits que l'on vit dans notre quotidienneté. Les conflits dysfonctionnels, c'est des conflits assez lourds de fond. Les conflits occasionnels, c'est des conflits occasionnels. Et chroniques, c'est des conflits qui s'inscrivent dans la durée. Alors, il y a une combinaison qui est particulièrement dangereuse. Alors, quelle est la combinaison qui pourrait poser problème? Deuxième classification, fonctionnelle et absolument. Voilà. Quand on est face à ce genre de conflit, il faut gérer avec célérité. Alors, le conflit, évidemment, il évolue. Il passe par différentes phases. La phase de latence, phase de détérioration des relations, phase de rupture, phase de coercition et enfin phase de rupture. La première phase, c'est la phase de latence, durant laquelle le conflit est à l'état embryonnaire. Il est en gestation. Ce que vous devez faire par rapport à cette phase, c'est prévenir le conflit. Prévenir, donc intervenir en amont sur les facteurs confligents de maturation et d'allumage. Si vous échouez à prévenir le conflit, il aborde la deuxième phase, phase de détérioration des relations. Et là, on est dans une dynamique d'action-réaction. Donc, il faut absolument gérer. Si on n'arrive pas à gérer, le conflit aborde la troisième phase de coercition. Et puis la dernière phase, phase de rupture. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de situations conflictuelles? Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de conflits, que ce soit au niveau familial ou organisationnel? Le manque de communication. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs d'ordre matériel. Évidemment, il y a des malentendus. On peut vivre un conflit suite à des malentendus, des non-dits. Et puis, il y a, sur le plan organisationnel, il y a des changements organisationnels qui sont synonymes d'insécurité et qui donc provoquent des levées de boucliers par le collaborateur. Et puis, il y a le phénomène de groupthink. C'est quoi un groupthink? Un groupthink, en français, groupe de pensée. Deux courants opposés. Non, c'est lorsque vous avez dans une organisation la formation de groupes, de clans. Voilà, donc c'est très dangereux pour la cohésion d'une équipe. Et c'est très classique, je dirais, dans les organisations. C'est l'un des facteurs. Voilà, absolument. Et enfin, clash de personnalité, et j'en passe, la liste est loin d'être exhaustive. Il y a beaucoup de facteurs, je dirais, confligents.
Alors, pourquoi est-il si important d'apprendre à la gestion de conflits? Regardez donc ces chiffres. 42% du temps des managers est alloué à la gestion des conflits dans les milieux professionnels. Les cadres supérieurs listés dans le magazine 500, donc les cadres supérieurs des sociétés listées dans Fortune 500 passent 20% de leur temps dans la gestion des litiges de toutes sortes. Plus de 65% des problèmes de rendement résultent de problèmes relationnels entre les employés plutôt que d'un déficit de compétences techniques ou de motivation. Et enfin, la valeur totale du temps perdu du fait du stress et des conflits est estimée à 1,7 million de dollars. Donc c'est vraiment énorme. Il est très important d'apprendre à gérer les conflits. On arrive donc aux compétences que l'on doit développer pour gérer les conflits. Alors, la question est très simple. Quelles sont les compétences que l'on doit avoir en matière de gestion de conflits? Le sang-froid, oui, absolument. Très bien, l'écoute, et particulièrement l'écoute active, active listening, qui est une forme d'écoute assez particulière, voilà, qui consiste à écouter non pas seulement le message verbal, mais aussi les autres formes de communication. Selon Albert Mehrabian, psychologue américain, nous communiquons sur 3 registres, en l'occurrence le registre verbal, donc le message verbal qui compte pour 7% de la communication globale, le message vocal, 38%, et le body language, 55%. Donc en écoutant votre vis-à-vis, vous devez écouter sur ces 3 registres, et puis en tant que communicant, vous devez apprendre à communiquer en prenant en considération donc, les trois formes de communication. Alors, si ce que vous dites sur le plan verbal est en phase avec ce que vous dites sur le plan vocal et visuel, vous êtes dans la congruence. You are congruent. Otherwise, dans le cas contraire, si vous dites quelque chose sur le plan verbal et que votre message vocal dit autre chose et que le corporel dit autre chose, on est dans l'incongruence. Voilà, donc prêtez attention à votre langage corporel. C'est extrêmement important. Deuxième compétence, c'est l'empathie. Alors, empathie. Tout simplement, absolument. C'est la capacité, donc, de se mettre à la place des autres, à ne pas confondre avec la sympathie, évidemment. Voilà, donc l'empathie est une démarche distanciée. On prend de la distance et on fait attention pour ne pas se faire contaminer par les émotions de l'autre. Très important. L'assertivité. Alors, qui peut me dire ce qu'est l'assertivité? Alors, vous avez passivité, agressivité, assertivité, assertiveness. Voilà. C'est l'art de s'affirmer dans le respect d'autrui, tout simplement. C'est l'affirmation de soi dans le respect d'autrui. Voilà, c'est une compétence qui est vraiment importante. Et là, je vous propose une technique qui fait partie donc, de l'assertivité que l'on appelle le deal model, le modèle deal. Donc, each letter stands for something, E stands for express, E stands for express, A as for ask, and L stands for listen and negotiate. Alors, comment utiliser ce modèle? Imaginez que vous avez une personne en face de vous et que cette personne exhibe un comportement, je dirais, aversif, confligent. Alors, je vais commencer par describe. Donc, je vais décrire son comportement en dissociant la personne. Je vais dissocier la personne de son comportement. En fait, je vais juste décrire son comportement de manière objective. Ensuite, j'exprime mon ressenti, ce que je ressens, ce que son comportement provoque en moi. Ensuite, je fais une demande de connexion et une demande d'action. Je lui demande gentiment de changer son comportement. Évidemment, listen and negotiate, c'est toujours d'actualité. C'est très important d'écouter et de négocier. Alors, pour gérer un conflit, on peut recourir à ce que l'on appelle les formes alternatives de résolution de conflit, ADR, Alternative Dispute Resolution. Donc, la première forme, c'est la négociation. Qu'est-ce que la négociation? Comment définiriez-vous la négociation?
Est-ce que vous êtes de bons négociateurs? Alors, est-ce que vous êtes une bonne négociatrice? Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes une bonne négociatrice? Est-ce que vous êtes du genre soft, hard, or in between? Cela dépend de la situation. Très bien. Oui, oui. Oui, c'est une façon de voir, c'est une façon de voir. Alors, c'est quoi la négociation? It's a dialogue between two or more parties intended to reach a mutually acceptable outcome. Donc, c'est un dialogue entre deux ou davantage de personnes dont l'objectif est d'aboutir à un accord mutuellement acceptable. Alors, j'ai un problème à vous soumettre. Il y a 2 sœurs et une orange. Alors, 2 sœurs. 2 sœurs. 2 sœurs et une orange. Alors, essayez de solutionner le conflit. Essayez de solutionner le conflit. Alors, 2 sœurs et une orange. On divise par deux. Oui. Ah, pardon. Le principe d'enfant, Mais j'étais sûr que vous alliez dire simplement partager la voix en vous, c'est-à-dire en rejoint. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Mais in fine, elles se sont rendues compte qu'elles n'auraient pas avoir un résultat beaucoup plus satisfaisant. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur A, elle a pris sa place, elle a mangé le fruit, elle a jeté l'écorce. Et la sœur B, elle a jeté le fruit, elle a gardé l'écorce pour préparer son gâteau. Alors évidemment, les 2 sœurs auraient pu avoir un résultat beaucoup plus satisfaisant. C'est-à-dire que la sœur A, elle aurait pu avoir l'orange entière et manger à satiété. Et la sœur B, elle aurait pu avoir l'écorce pour préparer son gâteau. Alors, où est-ce que ça a coincé? En fait, elles ont négocié sur la base de leur position. Elles ont fait du position bargaining, négociation sur position. Voilà. Donc, ce qu'elles auraient pu faire, c'est négocier sur la base de leurs intérêts respectifs. C'est-à-dire essayer de comprendre les intérêts sous-jacents. Alors, pour être de bons négociateurs, vous devez séparer les questions de personnes du différent. C'est très important. Là, je reprends les principes développés par Roger Fisher et William Ury dans leur ouvrage Comment réussir une négociation. Donc, ils disent ceci. Ils disent qu'il faut traiter séparément les questions de personnes et de différents. C'est-à-dire qu'il faut dépassionner le processus. Très important, il faut dépassionner. donc il faut dépassionner l'interaction. Deuxième principe, focalisez-vous sur les intérêts et non sur les positions. Donc évitez de vous arc-bouter sur vos positions. Voilà. Donc essayez de voir ce qu'il y a derrière, donc les intérêts sous-jacents. Et puis explorez plusieurs pistes de solutions. Voilà, ne vous accommodez pas d'une seule solution. Soyez inventifs. Voyez d'autres solutions, explorez plusieurs pistes. Et enfin, recherchez un accord basé sur des critères objectifs. On n'a pas assez de temps, j'aimerais juste toucher un mot par rapport à la deuxième forme de résolution de conflit, la médiation. Voilà. Donc il y a l'intervention d'un tiers, médiateur, pour dégeler, pour désamorcer une situation conflictuelle. Un bon médiateur, il doit être impartial, il doit être crédible, il doit développer le sens de l'écoute, et puis il doit avoir des capacités en termes de facilitation. Voilà, je vous remercie.